Salut à vous, bienvenue dans cette première vidéo du projet RU, l'objectif résilience urbaine économique. Donc je rappelle le principe, je vais faire une série de vidéos où sujet par sujet, on va voir comment mettre en place une résilience familiale minimum pour pouvoir survivre à court terme en cas de rupture de la normalité en milieu urbain. Ces vidéos vont être orientées sur la problématique aussi du petit budget pour que, à la question ok, c'est très bien le survivalisme, mais bon, moi je suis en ville et j'ai pas d'argent, comment je fais? La réponse ne soit pas You die, motherfucker. Bref, la première vidéo va donc être consacrée à la problématique de l'eau en milieu urbain. L'eau, vous le savez, ça doit être votre priorité numéro 1 en survivalisme. C'est extrêmement important, vous le savez, la règle des 3 nous indique qu'on ne peut survivre que 3 jours sans eau. Et encore, ça peut fluctuer, hein. Si on est sous la canicule et vous êtes en plein effort, vous n'allez pas durer la journée. Et à l'inverse, en plein hiver, vous allez peut-être tenir un petit peu plus. Donc comme indiqué dans la vidéo précédente d'introduction, je ne veux pas vous indiquer un stock idéal, mais je vais simplement donner des quantités génériques que vous allez adapter au nombre de personnes que vous êtes et à l'échelle temporelle à laquelle vous vous préparez. Si vous voulez tenir en retranchement dans votre logement une semaine, eh ben vous compterez vos stocks pour une semaine. Le gouvernement vous recommande 72 heures, beaucoup de preppers conseillent eux 10 jours, 2 semaines, 1 mois, adaptez les quantités à vos besoins. Au niveau des stocks d'eau, je vous recommande un stock de 4 à 5 litres par jour et par personne. C'est vraiment un minimum, souvent on conseille même 4 litres, parce que comme des bons français qui traînent sur internet, les américains disent 1 gallon, parce que ça fait un compte rond pour eux, alors nous on calcule, ah oui, 1 gallon c'est 3 litres 96, donc je vais faire mes stocks de 4 litres. Alors que non, si les Américains ont basé leur calcul sur des gallons, c'est parce que c'est l'unité de base chez eux, et c'est plus facile pour faire des calculs à grande échelle. Moi ce que je vous conseille, c'est de baser vos calculs sur des bases de 5 litres. 5 litres, ça va être une quantité de base avec laquelle il va être facile de calculer vos stocks et de prendre en compte les temps que vont durer, vos contenants, etc. Ça va être beaucoup plus simple. Également, ça fait un petit peu plus que 4 litres, qui peut parfois, je pense, être un petit peu limite. Donc 5 litres par jour, ça va vraiment nous être utile au quotidien. Regardez ce que vous consommez comme eau dans une journée. Pour un occidental, ça se chiffre en dizaines et en dizaines de litres. Alors que 5 litres réduit au minimum, pour ceux qui font un petit peu de terrain, un petit peu de camping, vous voyez que finalement, ça part assez rapidement quand on a accès à de l'eau. Déjà, vous allez vous hydrater 1 litre, 2 litres. Vous allez cuisiner, il y a une part d'eau qui va repartir dans la nourriture, une part d'eau qui va servir au lavage de la nourriture. Et enfin, un petit peu, si vous voulez conserver une hygiène minimum, si on tient que quelques jours, franchement ça peut passer sans. On verra des techniques pour économiser l'eau à ce niveau-là. Mais à plus long terme, c'est quand même important de préserver une hygiène minimum, aussi bien pour votre confort, donc pour votre morale, et également pour réduire le risque de maladie. Donc on va d'abord parler des stocks d'eau. C'est vraiment la base en prepping, on en parle souvent. La problématique en ville, c'est que par rapport à la campagne, la plupart des logements ne vont pas avoir de puits, ne vont pas avoir de forage, ne vont pas avoir de pompe. Vous n'allez pas être indépendant en eau, bien évidemment. Beaucoup de logements sont même au-dessus du niveau du sol. Donc bien évidemment, ils sont complètement dépendants de l'arrivée d'eau par les canalisations. Donc en cas de coupure d'eau, vous allez avoir besoin de continuer à avoir un apport quotidien. Donc le plus logique, ça va être de stocker l'eau à l'avance. Ça va également être le plus pratique et le plus sécurisé. Vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher de l'eau à l'extérieur du logement, de sortir du logement. Tous les jours, vous allez vivre sur vos stocks qui vont durer le temps qu'ils vont durer. C'est pas l'idéal, mais voilà, c'est vraiment la première base. Donc si on se donne une base de 4 à 5 litres par jour et par personne, le plus simple, ça va être d'acheter des contenants fermés qui sont pas si chers que ça, qui vont conserver l'eau 1 an, 2 ans. Il faudra prévoir une rotation régulière, mais ce sont des contenants qui sont très sécurisés et qui vont nous apporter une source d'eau certaine. Donc bien évidemment, tout ce qui va être pack d'eau, les packs de 6 bouteilles, ou les bidons de 5 litres d'eau minérale qui se vendent aussi, même si bizarrement le coût au litre est parfois plus élevé que l'achat de bouteilles plastiques. Donc tout d'abord, le pack d'eau, le plus simple, celui qu'on voit le plus souvent dans les stocks, et il y a une raison, c'est le plus économique. Et également, les packs d'eau s'empilent très bien. Ça va vous permettre un stock minimum assez facile à gérer. Également, c'est portionné en petits volumes, même si on a un pack d'un gros volume. C'est redécoupé en 6 et donc vous allez avoir un petit contenant qui va être plus facile de portionner. Donc là par exemple 6 fois 1,5 litre,
Ça vous fait 9 litres, donc 2 jours à 4 litres 5. L'autre choix de contenant, je vous l'ai dit, ça peut être le bidon de 5 litres. Ça permet d'avoir directement 5 litres accessibles, et également, une fois vide, d'avoir un jerrycan que vous allez pouvoir réutiliser de 5 litres qui va nous être utile pour fabriquer des filtres par exemple, pour aller chercher de l'eau, pour traiter 5 litres d'eau directement dans le contenant, et également au niveau de la gestion de votre stock ça peut être pratique aussi. Vous savez, un bidon ça fait un jour pour une personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez facile de gérer des quantités de 5 litres au niveau de la rotation de vos stocks. Donc après les bouteilles d'eau et les packs d'eau, les bidons de 5 litres, etc., excellent système, ça va être toute la sphère du jerrycan. Donc des jerrycans on en trouve de 5 litres, de 10 litres, de 15 litres, de 20 litres, etc. etc. Alors ça va aussi bien nous servir pour tout ce qui va être stockage de l'eau. Les jerrycans vont aussi nous servir pour aller chercher de l'eau à l'extérieur du logement. On a un récipient, un contenant qui est très pratique à transporter grâce au système de poignée. Et c'est un système qui va aussi nous être très utile à l'intérieur du logement, tout simplement pour la consommation d'eau courante. Parce que certains systèmes ont des robinets directement intégrés, donc ils vont tout simplement trouver leur place dans la cuisine, à côté de l'ancien robinet, maintenant inutile. Attention toutefois, ce système de robinet rajoute de la fragilité au système, donc ayez pas tous vos jerrycans comme ça avec des robinets, il vaut mieux en avoir un ou deux pour plus de praticité, mais faut mieux que le gros du stock de jerrycan soit simple avec juste un bouchon sur le dessus, ça réduira le risque de fuite. Enfin, dernier choix pour les stocks d'eau, ça va être la mise en place d'une citerne de récupération d'eau de pluie. C'est un petit peu différent parce que c'est un système dans lequel il va falloir investir et il faudra s'y prendre à l'avance. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit balcon ou si vous avez un pavillon et donc un petit jardin, vous allez pouvoir poser une citerne. Généralement ça va aller de 100 litres à 1000 litres pour des grosses citernes d'1 mètre cube. Et donc ça vous apportera une quantité d'eau certaine. Et de plus, grâce à l'apport d'eau de pluie, la rotation se fera naturellement au fur et à mesure de votre consommation de cette eau-là pour arroser le jardin, les fleurs. Si vous avez des petits bacs où vous faites pousser des légumes, pourquoi pas. Bon, c'est encore un autre sujet, mais voilà, ça fait au moins une réserve d'eau, un stock tampon dans lequel la rotation se fera d'elle-même. L'inconvénient, c'est que cette eau-là ne va pas être directement potable. Par sécurité, il faudra la retraiter. L'avantage du stock en pack d'eau, c'est que vous allez également pouvoir ouvrir le pack d'eau et donc avoir des bouteilles d'eau en vrac qui vont être facilement glissables dans tous les petits recoins du logement, sous le matelas, derrière les meubles, même à l'intérieur de différents placards, enfin partout, tous les petits endroits qui servent à rien, vous allez pouvoir y stocker de l'eau, des choses qui sont plus difficilement faisables avec des volumes un peu plus importants comme les bidons de 5 litres ou les jerrycans. Et également, votre stock d'eau doit être prévu dans un endroit qui est frais, qui est sec, qui est à l'abri de la lumière. C'est comme ça que votre eau et même la nourriture se conservent dans des bonnes conditions sur le temps. Bon, on reparlera de la modalité de la gestion des stocks dans la vidéo sur la nourriture, mais dans l'idéal, ne faites pas un stock mort où vous laissez de l'eau, une grosse quantité d'eau, se conserver et aller jusqu'à se perdre au bout d'un an ou deux. L'idéal, c'est avoir un stock vivant dans lequel on va consommer et remplir, etc. Ça va juste faire un stock tampon où on est organisé de façon à faire des rotations de notre stock. Ça va être le plus intelligent pour éviter de perdre de la nourriture. Dans le but de prolonger la vie de notre stock, on va pouvoir mettre en place des techniques de récupération d'eau. Dans un premier temps, la récupération d'eau à l'intérieur du logement. Pour ça, deux sujets. La récupération d'eau au moment de l'effondrement et la récupération d'eau après l'effondrement. Pour ce qui est de la récupération au moment de l'effondrement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. L'idée, c'est de remplir le maximum de contenants à l'intérieur de votre logement avant que le système d'eau ne soit touché ou coupé ou contaminé. C'est-à-dire, pour faire simple, pour les logements qui ont la chance d'avoir une baignoire par exemple, eh bien, conservez-la propre et saine l'année entière, et en cas de coupure d'eau, vous allez pouvoir la remplir au dernier moment et donc profiter, une fois que l'eau risque d'être coupée ou contaminée, d'un stock de 100-200 litres d'eau potable directement accessible. De la même manière, vous sentez que l'eau va bientôt être coupée, remplissez des bassines, remplissez vos jerrycans, remplissez l'évier, le lavabo, tous les contenants possibles et inimaginables. De toute façon, une fois que l'eau sera contaminée ou coupée, vous ne pourrez plus y accéder. Donc mettez-en de côté le maximum au dernier moment. Et donc le deuxième sujet, ça va être la récupération d'eau après l'effondrement.
de façon à grossir votre stock et de récupérer un petit peu plus d'eau, eh bien vous allez pouvoir récupérer l'eau qui est naturellement déjà dans votre logement, aussi bien dans le chauffe-eau, donc pour les logements qui ont un chauffe-eau à l'ancienne, bien sûr. Allez voir comment ça marche, renseignez-vous, apprenez à le purger, puisque vous allez avoir un volume entre 50 et 200 litres d'eau qui ne vont pas forcément être potables, qui ne va pas forcément être très propre, il faudra peut-être la retraiter. Mais voilà, vous avez un gros volume d'eau facilement accessible. Donc regardez comment ça se passe pour purger, mettre des seaux, etc. et récupérer ce gros volume d'eau. Ça vous permettra de grossir votre stock. Vous allez pouvoir également récupérer de l'eau directement potable si vous n'avez pas mis de produits directement dans la chasse d'eau des toilettes. Bon, de toute façon, la technique de la chasse d'eau des toilettes est assez connue dans notre milieu, les gars. Je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler, comme le chauffe-eau. Donc assez facilement, on ouvre la chasse d'eau, on récupère peut-être une dizaine de litres. C'est toujours ça, ça fait un jour ou deux d'eau potable en plus directement accessible. Enfin, les dernières options où l'eau va être le moins propre, la moins ragoûtante, ça va être tous les circuits de chauffage et même de l'eau qui va être stockée ailleurs dans le logement. Si vous avez un aquarium, si vous avez un matelas à eau, enfin toutes ces saloperies-là, ça fait si vraiment vous êtes dans la merde, ça fait toujours de l'eau qui est accessible. Donc une fois l'eau récupérée à l'intérieur du logement, va y avoir toute la possibilité d'aller chercher de l'eau à l'extérieur. Donc ça, vous ne serez pas le seul à avoir eu l'idée. S'il y a une coupure d'eau dans un coin, tout le monde va être dehors à aller chercher de l'eau, à essayer de remplir des bidons, des vieilles bouteilles d'eau, tout ce qu'ils vont avoir sous la main. Donc de l'eau en ville, il n'y en a pas forcément partout. S'il y a des forages ou des puits, ça marche à l'électricité, enfin tout n'est pas forcément accessible. Mais la plupart des villes, historiquement, sont construites autour de points d'eau, c'est le plus logique, autour de fleuves, autour de rizières, donc vous allez avoir un accès à une grosse quantité d'eau. Bon, vous imaginez la qualité de l'eau en ville, c'est désastreux, mais au moins vous allez avoir une base d'eau sale et contaminée et polluée que vous pourrez retraiter par la suite. De la même manière, des bassins, des étangs, des fontaines éteintes, toutes ces grosses pièces d'eau en ville vont pouvoir être récupérables pour ensuite les traiter et les consommer. Ce qui nous amène directement à la troisième partie, donc le traitement et la purification. Dans l'idéal, je vous conseillerais d'investir dans un filtre à gravité comme le filtre Berkey que vous connaissez sûrement. C'est des filtres qui sont très très bons, mais ils demandent un budget conséquent. Ils ont l'avantage de mettre de l'eau sale et on va récupérer de l'eau potable directement. Donc la solution alternative, ça peut être des filtres un petit peu moins chers, des filtres à pompe qui sont quand même dans un budget assez conséquent. La solution de secours, de débrouille, ça peut être la fabrication de filtres artisanaux à partir de nos bidons de récupération par exemple. Seulement ces filtres-là vont simplement nettoyer l'eau et ils ne vont pas la potabiliser. Il y aura toujours certainement des germes, des bactéries dans l'eau. Il ne faudra pas la consommer telle qu'elle, même si vous réussissez à la rendre claire. Des techniques pour fabriquer des filtres, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir, même si c'était un filtre vite fait et type milieu naturel, à base de sable et de charbon et de tissu. En ville, vous n'allez peut-être pas avoir accès à ces matériaux-là, donc une idée à garder en tête, éventuellement, allez jeter un coup d'œil au moment d'un effondrement, ou après l'effondrement, dans tout ce qui est animalerie. Au rayon aquarium de ces magasins-là, vous allez pouvoir trouver du charbon actif, du sable extra fin, des systèmes de filtres, même pourquoi pas des petites pompes à panneaux solaires. Ça se fait de plus en plus et vous allez pouvoir peut-être réussir à fabriquer, ou même dès aujourd'hui si ça vous intéresse, des systèmes de purification solaire qui vont vous permettre donc de mettre de l'eau sale dans un bac le matin et de recueillir de l'eau propre dans l'autre bac le soir. Et enfin la troisième idée, une idée qui est naturelle et millénaire, c'est d'attendre l'eau de pluie. Pour peu que vous ayez un petit jardin ou un accès à un toit ou au moins un petit balcon, voire même simplement une fenêtre, vous allez pouvoir fabriquer des systèmes qui vont vous permettre de récupérer l'eau de pluie. Ça peut être assez simple, comme par exemple des toiles tendues qui vont faire entonnoir et vont vous permettre de récupérer l'eau de pluie. Si vous réussissez à créer des surfaces comme ça étanches de 1-2 mètres carrés, ça fera toujours autant d'eau de pluie qui sera collectée et que vous pourrez traiter par la suite. Une fois qu'on a notre eau filtrée ou tout simplement récupérée propre, aussi propre que l'eau du robinet habituelle, on va devoir la traiter de façon à ce qu'elle soit potable. Bon, si vous regardez ce genre de vidéo sur internet,
J'imagine que des techniques de traiter de l'eau, vous en connaissez déjà, mais toutes ne vont pas être forcément très adaptées à notre cahier des charges urbain et petit budget. En milieu urbain, on ne va pas être comme sur le terrain, on ne va pas être comme en bushcraft ou comme dans la nature, et ça va être compliqué de faire bouillir de l'eau pour la rendre potable. Non pas au niveau pratique, mais en intérieur, avec vos stocks de gaz, d'énergie, etc., ça va vous consommer énormément d'énergie, vu les volumes d'eau quotidiens nécessaires. Ou si vous le faites dehors sur un feu, on va voir tous les problèmes du feu en milieu urbain, on en reparlera plus en détail dans la vidéo sur l'énergie, le problème d'accès au carburant, le problème de discrétion. Les systèmes par ébullition vont pas être forcément les plus faciles en milieu urbain. D'autres systèmes comme la purification par les UV peut être aussi un petit peu hasardeuse en fonction de l'endroit où vous habitez, de votre accès au soleil ou même tout simplement de la météo du moment où vous avez besoin d'eau. Ça s'appelle la méthode SO10. Donc le plus simple, en milieu urbain, vous le savez, ça va être le traitement chimique. Le traitement chimique au chlore, le traitement chimique par l'hypochlorite de sodium. Donc l'un des systèmes de traitement au chlore qui va pouvoir nous servir, ça va être l'utilisation des pastilles de purification habituelles pour la randonnée, pour la survie que vous pouvez trouver. Seulement le problème, c'est le coût de ces pastilles-là, elles sont excessivement chères et ça va pas être du tout dans notre cahier des charges de petit budget. Franchement, voilà, aller en pharmacie et voir 15 € la boîte de 100 pastilles, c'est absolument pas rentable. Bon, les pastilles vont avoir des avantages bien évidemment, c'est hyper pratique pour doser, c'est facile d'ouvrir un emballage, de mettre une pastille par litre d'eau, ça ne demande pas d'effort particulier et le calcul est vachement simplifié. Dans le même temps, le stockage est facile et voilà, c'est vachement simple. Le système qu'on conseille en milieu urbain, vous l'aurez sûrement deviné, ça va être le traitement par l'eau de Javel. L'eau de Javel, vous allez pouvoir en faire des stocks conséquents. Bon, il n'y a pas besoin d'en stocker une palette, hein, mais voilà, quelques litres, ça va vraiment vous être utile. Même une seule bouteille va vous être utile. Donc l'inconvénient de l'eau de Javel, je le dis quand même rapidement, c'est qu'elle va périmer, elle va perdre de ses capacités. L'hypochlorite de sodium va s'évaporer. Donc on va être obligé de faire des rotations de ce produit-là aussi annuellement. Mais ça va être beaucoup plus facile d'écouler, de se servir de ces stocks d'eau de Javel que d'écouler des stocks de pastilles de purification qui vont périmer. Le plus simple, c'est l'eau de Javel parce qu'on a un dosage qui est déjà dilué, qui va facilement se diluer dans l'eau, qui ne va pas être trop concentré. Donc on peut vraiment adapter notre dosage d'eau de Javel à n'importe quel volume. C'est possible de trouver aussi du chlore, enfin de l'eau de Javel en stick concentré, ou même en pastilles durcies pour traiter les piscines par exemple. Mais bon, c'est vraiment des solutions de secours parce que je suis déjà que le chlore pour l'eau potable n'est pas extrêmement bon pour la santé. Utiliser comme ça des pastilles pour la piscine, je ne sais même pas quel produit il y a dedans. Mais il suffit de voir la couleur et la forme pour savoir que consommer ça, ça va pas être très bon. Bref. Donc au niveau du dosage de notre eau de Javel, ce qu'on conseille souvent, c'est si elle est à 10%, on va mettre une goutte par litre. Si elle est à 1%, on va mettre donc 10 gouttes par litre. L'eau de Javel qu'on va facilement trouver en France, celle qu'on a le plus régulièrement, c'est une eau de Javel à 2,6%. Donc on peut arrondir à 2,5%. Je ne sais pas pourquoi on est à ce dosage-là, je ne saurais pas trop dire pourquoi. Mais donc ça va être assez facile de calculer. Si une eau de Javel à 10%, on met une goutte, une eau de Javel 4 fois moins concentrée, à 2,5%, on va donc mettre 4 gouttes par litre. Pour vos calculs, pour vous simplifier vos calculs pour des plus gros volumes, sachez que 20 gouttes d'un liquide à la même densité que l'eau représente 1 millilitre. Donc 1 millilitre d'eau de Javel à 2,5% va pouvoir traiter 5 litres. Donc voilà, gardez ça en tête, 1 millilitre pour 5 litres. Je vous conseille de récupérer des petites seringues comme ça qui sont dosées au millilitre. Ça va nous être pratique pour purifier des gros volumes. Vous allez pouvoir traiter directement un jerrycan en dosant et en mettant dedans directement et en secouant. Donc pour le traitement à l'eau de Javel, il y a quand même quelques règles à respecter. Il faut que votre eau soit claire, propre et à température ambiante pour utiliser ce dosage-là. Si votre eau est trouble, si elle est très froide, vous allez devoir doubler la dose. Mais c'est pas un souci, puisque de toute façon, quelle que soit la quantité que vous ayez mis dans l'eau, le but est de traiter le volume d'eau et d'ensuite d'attendre que la Javel agisse, donc au moins une demi-heure, et ensuite attendre que tout le chlore se soit évaporé. C'est pas que ce serait pas consommable, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Enfin voilà, attendre que le chlore se soit évaporé va être un petit peu mieux à la fois au goût et pour votre santé.
Donc enfin, la quatrième partie de ce dossier consacré à l'eau va être le sujet de l'économie d'eau. Que la meilleure eau, ça va pas être l'eau qu'on a stockée, ça va être l'eau que l'on aura économisée. Ça réduira vos dépenses journalières. Donc on va pouvoir agir à différents niveaux, il suffit de voir pourquoi vous vous servez de l'eau actuellement dans votre journée. Donc par exemple au niveau de la cuisine, on va pouvoir stocker des aliments qui nécessitent peu d'eau pour leur préparation ou peu d'eau pour leur cuisson. Au moment des repas, on préférera de la vaisselle jetable, même si c'est pas ce qu'il y a de plus écologique, à de la vaisselle habituelle de la maison pour ensuite faire de la vaisselle avec 1 ou 2 litres de notre journée. Sur toute la sphère toilette, hygiène, pareil, il y a plein de petites solutions qu'on va pouvoir adopter. De toute façon, si l'eau est coupée ou si on veut économiser l'eau, on va bien évidemment ne pas tirer la chasse d'eau. Donc on va pouvoir mettre en place, si ce n'est pas déjà fait dans votre logement, un système de toilettes sèches. Et au niveau de l'hygiène corporelle, pareil, différentes solutions seront possibles. J'aborderai tous ces sujets-là de solutions alternatives dans les autres vidéos consacrées à l'hygiène, à l'alimentation. Donc voilà, dans l'ensemble, je pense vous avoir donné quelques pistes sur ce sujet des stocks d'eau en milieu urbain avec le budget le plus bas possible. Donc ne loupez pas la prochaine vidéo du projet Rue et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Salut!